Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents ici en présentiel, mais également, je sais que vous êtes nombreux en distanciel et je pense que c'est important de souligner cette présence de plusieurs centaines de personnes en distanciel. Pour cette session 2, elle est intitulée telle quelle Du champ à l'assiette, comment se construit la qualité nutritionnelle d'un aliment. Je pense que la plupart d'entre vous avaient suivi il y a quelques semaines une session avec le même titre qui était notamment animée avec Véronique Santé-Loutelier et Bernard Schmitt et moi-même pour le volet produits animaux. Et aujourd'hui, j'ai donc le plaisir d'introduire cette seconde session plutôt dédiée aux produits végétaux. Et donc nous avons deux orateurs cet après-midi. Et j'ai le plaisir d'accueillir deux collègues d'INRAE. Donc c'est un grand plaisir pour moi. Dans l'ordre de présentation, et en plus, Madame d'abord et Monsieur ensuite. Donc Catherine Renard, directrice de recherche à INRAE, mais qui est également directrice du Carnot Caliment. Je pense que Catherine en dira deux mots en introduction. Et également chef de département adjointe, et en particulier en charge des partenariats pour le département Transform. Alors, j'ose pas vous décliner Transform, mais je pense que je laisserai Catherine expliquer ce que fait Transform au niveau d'INRAE. Et puis le second intervenant, Didier Raymond, donc directeur de recherche à INRAE également, qui lui dirige l'unité de nutrition humaine, une unité mixte de recherche entre l'université Clermont-Auvergne et INRAE, et donc de fait venant de l'Auvergne profonde avec toutes les limites que les trains imposent sur cet axe Paris-Clermont, qui font de temps en temps la une des médias. J'en suis désolé pour lui, mais j'ai pratiqué il y a quelques années. Donc je ne vais pas être plus long, parce que le temps est compté, et l'objectif c'est bien de terminer à 16 heures. On a une séquence de 2 heures. Donc je vais laisser Catherine faire sa présentation. On enchaînera directement sur la présentation de Didier, et puis ensuite on répondra aux questions. Alors évidemment, les questions dans la salle sont les bienvenues, mais les questions à distance sont également les bienvenues, et surtout à distance, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. J'ai la chance de pouvoir les recevoir directement sur une tablette, et j'essaierai de les organiser pour regrouper les questions et pour passer le micro de manière un peu coordonnée aux deux orateurs. Donc, surtout à distance, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, et il n'y a pas de questions taboues, bien évidemment. Moi, j'essaierai de les regrouper. Et puis, dans la salle, évidemment, vous aurez possibilité de poser vos questions à la fin des deux exposés. On vous passera le micro et on traitera vos questions également de manière partagée. L'objectif étant effectivement de terminer à 16 heures pour respecter le timing. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Catherine. Je pense qu'on va pouvoir lui donner un micro, sinon je vais désinfecter le mien. Et on va pouvoir enchaîner les deux présentations. Merci à tous pour votre présence, aussi bien ici au siège du Fonds français qu'à distance. Merci Jean-Michel pour cette introduction. Et merci à tous pour votre présence, donc que vous soyez présents ici aujourd'hui ou que vous soyez en distanciel. Les informations que vient de vous transmettre Jean-Michel sur la façon d'envoyer vos questions et les possibilités de revoir nos présentations. Donc, aujourd'hui, comme l'a dit Jean-Michel, on va parler des aliments végétaux. Et donc, personnellement, je vais donc vous parler des fruits et des légumes du champ jusqu'à l'assiette. Donc, comme vient de le dire Jean-Michel, je suis Catherine Renard, je suis je suis directrice de recherche INRAE et une des directrices du département, une des chefs de département adjoints du département Transform, aliments, produits biosourcés et déchets. Et nous travaillons sur les procédés pour transformer tous ces différents produits issus du carbone renouvelable. Donc, j'ai été pendant plusieurs années animatrice d'une équipe et directrice de l'UMR Sécurité et qualité des produits d'origine végétale, qui est une unité INRAE
à Avignon, UMR, donc INRAE, et Université d'Avignon. Et c'est de là que viennent beaucoup des résultats que je vais vous présenter, tout simplement parce que c'est plus facile en termes de copyright. Alors, je suis donc la directrice du Carnot Caliment. Donc, le Carnot Caliment, c'est donc un Carnot, c'est un label qui est accordé par le ministère de l'Éducation et de la Recherche à des groupements de laboratoires académiques et ou d'instituts techniques qui ont deux qualités, deux caractéristiques, c'est une expertise scientifique et une activité partenariale forte. Donc le Carnot Caliment, ce sont des laboratoires INRAE, mais pas que, puisqu'on a 14 tutelles, y compris d'ailleurs un centre technique qui est le CTCPA et la SAT Science. Et ce sont des laboratoires qui sont répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et le Carnot Caliment, parmi les 39 Carnots, c'est le Carnot qui est la porte d'entrée des entreprises vers la recherche en alimentation humaine. Donc Caliment, c'est pour des aliments mieux produits, mieux construits, mieux adaptés et mieux perçus. Et c'est un des 5 Carnots qui sont portés par INRAE, puisque outre Caliment, il va y avoir le Carnot Plante Tout Pro, donc sur les productions végétales, France Futur Élevage sur l'élevage, 3 Bécard sur les matériaux biosourcés et les biotechnologies, et eau et environnement sur l'eau. Et donc Caliment, c'est environ 700 ETP recherche, dont 200 doctorants, avec chaque année 280 contrats de recherche avec les acteurs socio-économiques pour 7,5 millions de recherches directes, dont à peu près 20% avec des PME et TPE. Et donc, quand on dit la porte d'entrée des entreprises vers la recherche en alimentation humaine, vous nous posez la question et on trouvera l'équipe qui est capable de répondre à votre question. Alors, pour passer maintenant à la thématique de la qualité nutritionnelle des fruits et légumes, d'abord un petit retour en arrière. Un fruit et un légume, c'est quoi? Et pourquoi est-ce qu'on parle souvent d'ailleurs de fruits et légumes ensemble? Alors, il y a plusieurs façons de voir les fruits et les légumes. En botanique, un fruit, c'est ce qui provient de l'évolution d'une fleur, et un légume, ça peut être à peu près tout le reste. Des feuilles, des racines, des tiges, des pétioles, etc. Au sens strict botanique, un légume, c'est la gousse d'une légumineuse. Quand on parle aux professionnels, pour eux, fruits et légumes, ce n'est pas forcément le bon moyen de segmenter. Ils vont vous parler de maraîchage ou d'horticulture, maraîchage en pleine terre, sous serre ou horticulture. Et puis après, quand on va parler aux consommateurs, on va parler de culinaire, donc le fruit c'est plutôt quelque chose de sucré et le légume c'est plutôt utilisé dans des plats salés. Et quand vous parlez à un technologue de l'agroalimentaire, il va vous dire est-ce que le pH est supérieur à 4,5 ou pas, parce que ça conditionne les traitements qui sont appliqués, et finalement que ce soit un fruit ou un légume, pour lui c'est pas ça qui va être le plus important. Globalement, quelles sont les propriétés nutritionnelles des fruits et légumes ? Ce qu'on sait quand on regarde l'ensemble des consommations et des enquêtes, c'est que les fruits et légumes, c'est la source de vitamine C dans notre alimentation. Donc ça, c'est des résultats 1K1, mais je pense que ça n'a pas beaucoup changé depuis. C'est également une source importante de bêta-carotène, qui est une provitamine A. Et puis, on va avoir des apports significatifs également en fibres, près de la moitié des fibres, en vitamine B9, en folate, notamment dans les légumes verts, et on a un certain nombre de minéraux, et en particulier le potassium. Donc, je vais essentiellement vous parler de ces propriétés nutritionnelles-là. Mais on sait aussi que dans ce qui fait la qualité nutritionnelle, ou en tout cas la qualité pour la santé des fruits et légumes, il y a tout ce que sont les micro-constituants végétaux. Donc, les micro-constituants végétaux, on sait que ça peut avoir un impact sur la prévention d'un certain nombre de maladies chroniques, mais on n'a pas le même niveau de preuve que pour les vitamines. Donc, ce sont des constituants qui sont chimiquement très variés, avec des présences et des abondances dans les fruits et légumes qui sont très variables.
Ceux qui sont les plus courants, ce sont les composés phénoliques. On considère qu'on mange en moyenne à peu près 1 gramme par jour de composés phénoliques, essentiellement d'ailleurs provenant des boissons, chocolat, café, thé, jus, etc. Et les caroténoïdes, qui sont également très courants. Ces caroténoïdes peuvent être provitamine A, c'est le cas du bêta-carotène et de quelques-uns de ces isomères. Et puis on a également des produits qui sont connus pour avoir des effets positifs, comme la lutéine ou le lycopène, mais qui ne sont pas des vitamines. Les caroténoïdes sont très souvent colorés, donc faciles à détecter. Et puis il y en a qui sont beaucoup moins courants, par exemple les bétalaïnes qu'on va trouver dans quelques familles végétales, les glucosinolates, avec leur goût assez typique, les thiosulfinates qui vous font pleurer quand vous épluchez de l'ail ou de l'oignon, ou les piments, les capsaïcinoïdes des piments. Alors on n'a pas de données sur tout ça, hein. En tout cas sûrement moins de données nutritionnelles. Ce qui est le plus étudié, c'est les composés phénoliques et les caroténoïdes. Qu'est-ce qui va se passer entre le champ et la cible nutritionnelle, c'est-à-dire l'assiette, voire même la digestion, puisqu'on peut aller quelquefois jusqu'à la digestion. On voit qu'il y a de très nombreuses étapes et chaque étape va pouvoir avoir une influence. Donc si on commence ici, on se voit des aspects qui sont liés à la sélection et au mode de culture. Donc dans le champ, avant la sortie du champ. Une fois sortis du champ, en général, les produits vont être stockés, avec un certain nombre, avec des influences de ces conditions de stockage. On peut avoir ensuite, une transformation industrielle, où on peut aller directement vers le frais. Restockage, que les produits soient transformés ou juste emballés. On peut avoir des transformations domestiques, et on va jusqu'à la consommation. Donc on voit qu'il y a de très nombreuses étapes qui chacune vont pouvoir impacter. Quand on regarde quels sont les principaux facteurs, il y a 3 facteurs qui agissent en parallèle, en gros, au cours de la production, dans le champ, qui sont le génotype, l'environnement et le système, et je vais vous dire un petit peu plus précisément ce qu'on entend derrière. Il y a un instant crucial qui est la récolte, à quel moment on va récolter et quoi, et après on va passer sur ce qui va être des aspects de conservation et de transformation. Le principal facteur, le facteur premier, c'est le génotype. Alors le génotype, c'est un bien grand mot qui va recouvrir à la fois les effets espèce et les effets variété. On sait qu'il y a des différences de niveau et de nature des constituants, des vitamines et encore plus des microconstituants entre espèces, mais il y a aussi dans chaque espèce des plages de variation qui sont importantes. Vous avez ici l'exemple d'un côté de la vitamine C. Oups, voilà. On voit par exemple pour la tomate, on peut aller de presque rien à presque 2 grammes par kilo. Ça va dépendre effectivement de ce qu'on va mettre en œuvre. La même chose pour le poivron, brocoli. Bon, les carottes, il y a très peu de vitamine C. Kiwi, fraises, pomelo, pommes. Donc on voit qu'on a cette espèce d'échelle, mais avec des plages de variation importantes. Et la même chose ici sur les caroténoïdes, puisqu'on a ici le bêta-carotène dans la carotte. Certaines carottes sont blanches, elles n'en ont pas. Et on va jusqu'à des teneurs extrêmement élevées. Et un point sur lequel je voudrais apporter votre attention, parce qu'on n'y pense jamais, c'est que les légumes verts, ici illustrés par les épinards, sont riches en caroténoïdes. Lutéine et bêta-carotène, on ne les voit pas, ils sont masqués en fait par la chlorophylle, mais ils sont abondants et contribuent de façon intéressante. Alors là, on a vu des variations entre espèces, et je vous ai dit qu'il y avait des variations à l'intérieur d'une même espèce. Donc ici, je vous ai illustré des travaux qu'on a fait depuis longtemps sur les polyphénols dans les pommes, où on voit les principales classes qui sont les tanins condensés ou procyanidines, catéchines, acide hydroxycinamique et dihydrochalcone dans de la chair de pomme. Alors vous avez en bas les pommes à cidre, où on peut aller jusqu'à 7 grammes par kilo, et ici les pommes de table, globalement on est aux environs de 1 à 0,5 grammes par kilo. Donc on voit ces variations qui sont quasiment d'un ordre de grandeur, mais qui par contre ont des impacts organoleptiques
qui font qu'on a effectivement sélectionné des pommes de table qui ne sont pas trop riches en tanins condensés, parce que sinon c'est quand même très astringent à la consommation. Le système de culture et l'environnement. Alors quand vous parlez à un agronome, le système c'est une notion très holistique en fait, qui regroupe les actions qui sont mises en œuvre par l'agriculteur. Ça va depuis le choix des variétés, leur implantation, les rotations, également la taille, l'irrigation, les engrais, quels pesticides. Donc c'est une notion qui va bien au-delà de la différence entre bio et conventionnel. On peut conduire en bio ou en conventionnel et changer la taille et l'irrigation, et vous verrez un effet marqué de la taille et de l'irrigation, qui sont en général largement supérieurs à ceux de la différence entre bio et conventionnel. Et l'environnement, c'est ce qui va regrouper l'ensemble des conditions pédoclimatiques, comme le sol, l'exposition et la météo. Et là, je vous ai pris quelques exemples qui sont tirés d'un projet Bioréco. C'est un projet qui avait été mené par nos collègues de l'unité expérimentale de Gautron, un essai sur des pommiers. Il y avait 3 systèmes, 3 variétés. Ça a été implanté pendant 10 années et donc suivi pendant très longtemps. Et donc ici, vous avez les exemples à nouveau des polyphénols, hein, où on voit 3 graphes ici. Hop. Le premier, c'est la comparaison entre les variétés, Ariane, Melrose et Smoothie, dans la chair et dans la peau. Alors j'ai divisé les procyanidines, les tanins condensés par 2, sinon ils écrasaient tout le reste. C'est 3 années, 2011, 2012, 2013. Et ici, c'est 3 systèmes, 3 modes de protection. Donc en agriculture biologique, raisonné, qui est plutôt ce qui est maintenant devenu le plus classique, et faible intrant, c'est un système où en fait ils essayaient de diminuer au maximum, d'aller au-delà du bio. Et en fait, quand on a, bon ça c'est publié dans PLOS ONE en 2015, et quand on fait l'analyse statistique, les différences qui sont statistiquement significatives et constantes, c'est la différence entre variétés. Quand on va parler d'années ou quand on va parler de mode de protection, on a peu de différences qui sont significatives, et quand elles sont significatives, elles le sont rarement sur les 3 années, ou vice-versa, et pas sur toutes les classes de polyphénol. Donc en fait, ce qu'on voit vraiment comme facteur dominant, c'est d'abord la variété, ensuite les conditions pédoclimatiques, donc là on est sur un seul verger, hein, et après le mode de protection. Un facteur qui est important aussi, et notamment important dans les conditions actuelles, dans les conditions de vie actuelles, c'est ce qu'on va appeler la date de récolte. C'est-à-dire qu'on va récolter des produits à une maturité plus ou moins avancée, ce qui va permettre ou non l'accumulation de nutriments avant la récolte. Vous avez ici un exemple sur des tomates. Donc ici, vous avez les tomates à 6 stades. Stade 1, stade 2, stade 3, stade 4, stade 5, stade 6. Le stade 6, c'est la tomate mûre. Le stade 4, c'est la tomate qu'on appelle tournante. C'est la tomate au stade où elle est récoltée pour être vendue dans les supermarchés. Donc vous avez ici illustré les teneurs en vitamine C à la récolte et comment le stade 4 se comporte au cours du stockage. Donc on voit que pour la vitamine C, on a une légère augmentation qui est indépendante de la température de stockage. Et vous avez ici ce qui se passe pour les caroténoïdes. Donc toujours une récolte au stade 4. Au stade 4, c'est très peu coloré, les caroténoïdes sont peu abondants. Et en plus, c'est fortement influencé par les températures de stockage. Stocké à 4, la tomate ne colore pas. 12, ça le fait un peu, et 20, ça colore finalement pour rattraper la tomate qui avait poussé sur le plant de tomate. En termes d'accumulation des sucres, on reste quand même un peu plus bas que ce qu'on pourrait avoir par exemple au stade 6. Et cette réalité de l'effet du froid, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait quand vous achetez des tomates qui sont stockées au réfrigérateur ne développent pas d'arôme en particulier. Et ça, c'est des choses qu'on a aussi bien montrées. Il vaut mieux les stocker sur la table. Un autre exemple des conditions de stockage, ici, ce sont des épinards.
Donc les épinards, c'est des feuilles, c'est un organe végétal qui est en pleine vie, en pleine croissance. Et en fait, quand on le récolte, eh ben, on voit que ce métabolisme continue et on a une perte très rapide en fait d'un certain nombre de nutriments. Ici, c'est illustré ici pour les caroténoïdes et les folates, avec les niveaux qui sont atteints en quelques jours à 20 degrés, 10 degrés et 4 degrés. Donc on voit qu'on perd près de la moitié. Et ici, la vitamine C en stockage un peu plus long, puisque là, on va jusqu'à 24 jours à 8 degrés. 8 degrés étant une température optimale de stockage des épinards. Donc on voit cette importance très forte du stockage. Donc quelque chose qui est vraiment à prendre en compte en domestique en particulier. Alors, je vais maintenant vous parler de ce qui va se passer quand on va sur des transformations. Donc, pour l'instant, je vous ai essentiellement parlé de ce qu'on appelle dans notre jargon, et je vais peut-être l'utiliser sans même m'en rendre compte, donc c'est pour ça que j'ai mis cette diapo. La première gamme, c'est les fruits et légumes frais. Classiques, éventuellement parés, c'est-à-dire déjà un petit peu préparés et épluchés. La deuxième gamme, ce sont les conserves. Les produits apertisés au sens large, puisqu'ils peuvent être apertisés ou ça dépend du pH, justement. Ils sont stables quelques années à température ambiante. La troisième gamme, c'est les produits surgelés, stables quelques mois en froid négatif. La quatrième gamme, les produits prédécoupés, éventuellement sous atmosphère modifiée. Ils sont stables quelques jours au froid positif. Donc en fait, c'est un mode de transformation qui diminue la capacité de stockage. Et la cinquième gamme, c'est les produits pasteurisés, pascalisés ou sous vide, qui sont stables quelques semaines en froid positif. Donc à chaque fois, on a cette espèce de couple traitement et mode de conservation. Donc quand on parle de traitement thermique, les traitements thermiques, la cuisson, c'est quelque chose qui est utilisé par l'homme depuis des centaines de milliers d'années. La cuisson, elle permet d'augmenter l'appétence, de rendre les aliments, d'avoir une texture plus agréable, plus facile à consommer et d'augmenter la digestibilité. Et puis, elle permet également une stabilisation, c'est-à-dire qu'on va inactiver le métabolisme endogène et éliminer les micro-organismes. Alors, vous avez ici le type de traitement thermique qui est appliqué en fonction, en gros, de la durée. Donc, des traitements industriels comme UHT, pasteurisation, certains blanchiments, la stérilisation, donc les produits apertisés, les cuissons domestiques plus classiques, à l'eau, vapeur, la cuisson au four, globalement on ne monte pas beaucoup au-dessus de 100 degrés puisqu'il y a de l'eau. Voilà. Et les produits braisés mijotés, donc on va vers les températures ne sont pas plus élevées, mais les temps peuvent être beaucoup plus longs en fait. Et ça aura un effet. Oh, j'ai perdu un bout. Dans les procédés, il y a des procédés qui sont thermomécaniques. Donc c'est tout ce qui va être la production de jus, de coulis, de purée. Donc ils allient l'élimination des parties ligneuses, c'est-à-dire le raffinage, et une cuisson pour la stabilisation. Ils éliminent les caroténoïdes et les polyphénols des épidermes, les pépins, la peau, une bonne partie des fibres. Alors quand on se pose la question des mécanismes derrière les effets des transformations, il y a en fait des mécanismes qui sont assez différents et qui vont se conjuguer d'une façon assez complexe. Il y a des effets qui sont purement mécaniques. On élimine les parties périphériques qui sont souvent plus riches en certains microconstituants. Quand on épluche, on enlève, et donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver de façon assez systématique. Il y a des réactions enzymatiques, en particulier l'oxydation enzymatique des polyphénols, le brunissement enzymatique quand on découpe un morceau. Ça consomme de la vitamine C. Et donc ça, c'est lié à la rupture des tissus où les enzymes ne sont pas inactivées. On a aussi des effets, par exemple, à la décongélation quand les produits n'ont pas été blanchis. Il y a des réactions chimiques, qui sont des réactions de dégradation, accélérées par la chaleur et souvent influencées par le pH. On a des phénomènes de migration, c'est-à-dire que les vitamines qui sont solubles dans l'eau ou dans l'huile utilisée pour la préparation, selon qu'elles sont hydrosolubles ou liposolubles, vont migrer, vont être extraites dans cette eau ou cette huile. Et puis on a des changements de la structure tissulaire qui permettent ou non la libération des composés. Et ça a été particulièrement étudié pour les caroténoïdes. Et ça, je vous en dirai quelques mots à la fin.
Un exemple de ce qui se passe en termes d'élimination. Ici, vous avez l'exemple des pommes. Vous avez 5 pommes à cidre ici. Leur teneur en polyphénol, toujours rouge les tanins, jaune les acides hydroxynamiques, vert les catéchines et bleu les dihydrochalcones. Et en fait, c'est entre la pomme et le jus que tout se passe, c'est-à-dire qu'une bonne partie des polyphénols sont retenus dans les mares de pommes, et puis après, ça ne bouge pas beaucoup dans le cidre. Il y a des composants qui, en fait, résistent à peu près à tout, sauf justement à ces aspects d'épluchage ou de parage. Ce sont les fibres traitées thermiquement, stockées longtemps. En général, c'est stable, sauf donc s'il y a un processus de raffinage ou un processus un peu mécanique ou d'épluchage. Et ce qui va se passer, c'est essentiellement une augmentation, pas forcément très importante, de la proportion de fibres solubles. Donc il y a des produits qui sont plus vulnérables que les fibres, et c'est l'exemple des vitamines. Donc je vous présente ici une série d'exemples sur les folates dans les légumes verts. Donc ici, ce sont des haricots verts en conserve. Donc vous avez les haricots verts en haut, ici. Donc les haricots verts sont transformés 2 à 16 heures après récolte. Ils sont blanchis, sinon on n'arrive pas à les mettre dans les boîtes. Les boîtes sont ensuite stérilisées et on a la conserve. En vert clair, c'est les moments où on ne peut pas aller attraper dans l'usine, puisque ça, ce sont des données qui viennent d'une transformation industrielle. Donc ici, la matière première, on a une augmentation légère après blanchiment, probablement une extraction facilitée. Puis stérilisée, il y en a à peu près autant. C'est pas pareil pour la vitamine C. Vitamine C dans la matière première, on baisse déjà significativement après blanchiment, et une fois stérilisée, on a vraiment plus grand-chose. Et qu'est-ce qui se passe au cours du stockage ? Ce qu'on voit pour les folates, c'est qu'en fait, ils se répartissent entre le haricot, en bleu, et le liquide de cuisson, le liquide de couverture, on appelle ça, dans une boîte de conserve. Et finalement, ils y sont tranquilles, ils sont stables dans ce liquide de couverture. Mais vous n'allez pas boire le liquide de couverture, donc on a quand même une perte significative dans l'assiette. Et par contre, pour la vitamine C, on voit qu'on a cette perte qui continue pour arriver à des teneurs vraiment très faibles. Ça, c'est ce qui se passe à l'usine. Qu'est-ce qui se passe maintenant à la maison? Donc un autre exemple, des choses qu'on avait faites avec tout par gel sur des légumes surgelés. Ils voulaient savoir comment mieux faire cuire, quel était le bon conseil à mettre sur les boîtes, enfin sur les sachets de légumes surgelés. Donc vous avez ici illustré la vitamine C, les caroténoïdes et les folates, avec les épinards ici. J'aime bien les épinards. Ça illustre bien. Et puis donc le chou de Bruxelles, chou de Bruxelles, carottes et chou-fleur. Donc on voit qu'on a des pertes de vitamine C qui sont particulièrement marquées dans les épinards. La même chose d'ailleurs pour les folates. C'est marqué également dans les choux-fleurs. Par contre, les caroténoïdes ne bougent quasiment pas. Et quand on regarde les modes de cuisson, on a ici l'autocuiseur, très délétère pour la vitamine C, moins pour les folates. Bouillie à l'eau, ça c'est le pire de tout, bouillie à l'eau. Ces vitamines-là, elles sont solubles dans l'eau, elles vont dans l'eau, quoi. Ici, où vous devez avoir le cuit-vapeur, c'est mieux, et micro-ondes, c'est mieux aussi. En fait, c'est l'eau qui ici est gênante dans ces produits-là, et les caroténoïdes, qui eux ne sont pas solubles dans l'eau, sont à peu près invulnérables dans les traitements domestiques classiques. Donc on arrive à un effet cumulé, en fait, qui est un effet du traitement industriel et du traitement domestique. Alors c'est illustré ici pour des haricots verts à nouveau, des haricots verts crus, cuits pour les folates, le jus de cuisson, il y en avait quand même un peu, cuit vapeur, des haricots verts surgelés, donc on retrouve cru, cuit, le jus de cuisson, et un peu plus parce que la surgélation a en fait cassé un peu les tissus, et des conserves, légumes et jus. Sachant qu'on fait rarement, en général, les conserves, c'est juste réchauffer. Et la même chose pour la vitamine C, avec la perte cru, cuit, même cuit vapeur, c'est quasiment disparu, cru, surgelé, cru, cuit, et
les légumes en conserve. Donc non seulement on a un effet de la variété, de l'espèce du légume, mais on a aussi un effet de tout ce qu'il subit entre la maison, entre le champ et la maison. Et en fait, quand on regarde la littérature scientifique, on voit que les effets ne sont pas toujours bien compris, et notamment la perte par diffusion, ce fait de faire cuire dans l'eau, est largement sous-estimé. Donc ici, un test qu'on avait fait sur de la vitamine C, donc dans les petits pois, ils sont cuits dans un sac sous vide, mais sans eau, à différentes températures, de 25 à 85. Et la même chose, mais là, on les a mis dans un filet dans l'eau, et on voit qu'on a en fait des pertes très rapides pour des temps très courts quand on est dans l'eau, alors que c'est beaucoup plus lent quand on a les produits qui ne sont pas en contact avec l'eau. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que j'allais vous parler des caroténoïdes. Alors, les caroténoïdes, c'est un peu différent parce qu'en fait, on est sur un produit où typiquement, enfin des molécules, où typiquement les traitements thermiques n'impactent que très peu la concentration, mais ils augmentent la biodisponibilité. On sait depuis longtemps, c'est des études épidémiologiques, que les caroténoïdes sont plus biodisponibles à partir des produits crus. Et donc, vous avez ici toute la chaîne qui va du produit végétal, ici, qui est ensuite digéré, donc mis sous forme d'émulsion dans l'estomac, ensuite des micelles mixtes, et au final, c'est les micelles mixtes qui vont être absorbées et transportées à travers la membrane. Alors, comme moi, je suis plutôt quelqu'un qui est de la technologie alimentaire, on s'est surtout intéressé à cette partie-là. Comment les caroténoïdes sont-elles libérées de la matrice pour passer dans l'émulsion dans l'estomac? Et pourquoi ça change entre le produit cru et le produit cuit? Alors, 3 hypothèses. La rupture des parois, l'isomérisation et une émulsification facilitée. Et en fait, les 3 sont un peu vrais. Donc on voit l'effet du procédé ici. Donc ça, c'est des carottes, du lycopène dans des carottes, 3 variétés de carottes. 2 modes de cuisson. Cold break, on broie la carotte et on la fait chauffer. Hot break, on fait chauffer la carotte et on la broie en même temps. Et on voit qu'on a finalement assez peu d'effet de ces modes de cuisson. C'est à peu près comparable. Par contre, quand on essaye d'extraire ces caroténoïdes dans l'huile, on a une différence qui est très marquée entre le cold break et le hot break. Et on le voit déjà ici. Cold break, là c'est de la carotte qui est mélangée avec de l'huile et après on centrifuge. On voit que l'huile est orange dans le hot break et qu'elle reste jaune pâle dans le cold break. Donc on a déjà cet effet d'extraction qui est très significatif. Et quand on regarde d'un peu plus près, cette différence, elle est portée par les plus petites particules. Par les particules qui sont plus petites que la taille d'une cellule de tomate, on les voit ici. Donc ça, c'est des tomates crues, des tomates cold break et des tomates hot break. Et là, c'est la quantité de lycopène qu'on peut en extraire, le pourcentage de lycopène qui est extractible. Donc on voit qu'il est beaucoup plus élevé en hot break, plus faible en cold break et très faible à partir du cru. Les biodisponibilités de ces produits à partir du cru sont de l'ordre de moins de 10% en fait. On est plutôt aux alentours de 3 à 5%. Donc on a un prérequis qui est la rupture de la paroi cellulaire et le transfert est ensuite modulé, donc ça c'est des données que je n'ai pas mis, par la nature de l'interface lipide-eau et notamment la présence des produits de lipolyse des lipides endogènes du légume. Et c'est aussi modulé par l'isomérisation. Donc dans la tomate, le lycopène est sous forme All-E, et donc il y a une isomérisation qui peut se produire. Il y a plusieurs isomères selon l'endroit où c'est. Et cette isomérisation, elle varie selon le mode de chauffage et la recette. Donc vous avez ici un exemple. On a fait ça avec Yahao Yu, une série de travaux sur des sauces tomates, huile d'olive oignon, chauffées simplement ou chauffées au micro-ondes. Donc on voit qu'au fur et à mesure du temps, on a une augmentation au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de l'augmentation de la quantité d'oignons. On a une augmentation de l'isomérisation, donc on perd les isomères E pour passer à des isomères Z. Donc là, vous avez deux isomères. Et ce qu'on voit, en fait, on a également mesuré la bioaccessibilité par in vitro, et on voit que cette bioaccessibilité, elle est directement corrélée à l'isomérisation dans ces produits-là.
Donc on a vraiment quelque chose d'assez spécifique et assez complexe en fait pour ces caroténoïdes. Donc en conclusion, pour avoir quand même quelque chose d'assez général, même si ce que je vous ai dit tout à l'heure, depuis le début, c'est que c'est très variable selon le légume, la façon dont on s'y prend, le composé qu'on va regarder. Il y a quelque chose qui est un peu... C'est un peu à la grosse louche, hein, mais c'est pas totalement faux. Il y a des composés qui sont vulnérables. C'est le cas typiquement de l'acide ascorbique. Il n'est pas stable après récolte. Il peut être, mais il n'est pas tout le temps concentré dans les parties externes, donc enlevé à l'épluchage. Il est susceptible à la chaleur et à l'oxydation, et il est soluble dans l'eau. C'est le pire de tous. Vous en avez qui sont plutôt résistants, comme les caroténoïdes. C'est concentré dans les parties externes. C'est susceptible à la chaleur et à l'oxydation, mais pas tant que ça. Les glucosinolates, c'est concentré dans les parties externes. C'est soluble, et en plus, c'est hydrolysé par une enzyme spécifique. Les folates, c'est instable après récolte, c'est soluble, mais finalement, ce n'est pas si susceptible à la chaleur et à l'oxydation. Les fibres, bon, rien ne touche les fibres à part l'épluchage, et puis donc les polyphénols. Donc on a des composés qui sont plus ou moins vulnérables et plus ou moins stables en fait dans les fruits et les légumes. Et quelque chose qui est important à voir quand on veut s'alimenter correctement, c'est que frais et transformés, finalement, dans l'assiette, il n'y aura pas une différence systématique. Et donc, on a des teneurs qui sont comparables dans l'assiette. Pourquoi ? Déjà parce que les fruits et légumes frais, il y a une évolution dans le temps après récolte, pour aboutir finalement à des résultats similaires dans l'assiette. On a des évolutions qui sont contrastées selon les composés et les espèces. Les folates, on les perd beaucoup dans les épinards, mais on ne les perd pas dans les choux de Bruxelles, par exemple. Et puis on a des données qui sont quand même encore très fragmentaires. J'ai parlé de la diffusion dans l'eau, mais il y a l'épluchage aussi, qui est quelque chose sur lequel il y a très peu de données scientifiques. Et puis on ne sait pas bien ce qui se passe en préparation domestique. Combien de les gens font cuire en moyenne leurs légumes, entre ceux qui les aiment croquants ou ceux qui les aiment quasiment réduits en purée. Donc on a des effets qui sont très différents. Donc globalement, on a des effets et une variabilité qui vont se cumuler, où on va avoir des aspects qui vont des points chauds en quelque sorte, qui sont la sélection et le mode de culture, la transformation industrielle, où on peut avoir vraiment des effets marqués, la transformation domestique aussi, on peut avoir des effets vraiment marqués, pour arriver à la consommation à quelque chose qui finalement est éminemment variable en termes de qualité nutritionnelle. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, les fruits et légumes, c'est une source importante de fibres, de vitamines et de minéraux, qui sont tous nécessaires au bon fonctionnement physiologique de l'organisme. Alors, leur consommation s'accompagne d'une exposition aux pesticides et aux nitrates, qui varient considérablement selon les fruits et légumes et leur traitement préalable. J'en profite pour rappeler que dans notre alimentation, la principale source de nitrates, ce sont les légumes verts. L'observation des habitudes alimentaires dans les cohortes montre bien une association favorable entre la consommation de fruits et légumes et certaines maladies. Mais finalement, on ne peut pas dire c'est ça exactement qui va en être responsable. Il y a un aspect important, c'est qu'en général, les fruits et légumes ont une faible densité énergétique, donc ça permet de substituer par des aliments qui ont des apports énergétiques plus importants. Et puis, en conclusion, le plus important, c'est la diversité, de consommer des fruits et légumes variés et sous tous les modes possibles, qu'ils soient frais, cuits, surgelés, en conserve, fermentés. L'important, c'est vraiment un aspect quantitatif. Essayez d'aller vers ces fameuses 5 fruits et légumes par jour. Merci pour votre attention. J'espère que je ne vous ai pas perdu et que je n'ai pas été trop bavarde. Merci. Oui, merci beaucoup, Catherine. Le temps que tu passes ton micro à Didier, j'ai une question qui m'est arrivée sur la tablette, donc tu vas reprendre le micro. C'est quoi un produit pascalisé ? Vraiment une question de curiosité, mais je pense que comme j'avais la même question, je vais la prendre tout de suite. Un produit pascalisé, c'est un produit qui est traité par les hautes pressions hydrostatiques
C'est un mode pardon, c'est par là. La personne qui a posé la question doit être derrière la caméra. Donc pascalisé, c'est un produit qui est traité par haute pression hydrostatique, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans un sachet en général et appliquer des pressions de l'ordre de 400 mégapascales. Ça permet d'éliminer les micro-organismes vivants et on considère en général que ça permet de préserver les petites molécules, vitamines, arômes, etc., mieux que le traitement thermique. Le problème sur les produits végétaux, c'est que souvent, ça n'inactive pas totalement les enzymes et on voit une évolution dans le temps qui est assez marquée. On dirait que j'avais prévu cette question. Ici, vous avez deux exemples. Un exemple, ici, c'est des tomates traitées haute pression. Donc, on rajoute de la vitamine C pour limiter le brunissement et on voit que ça diminue au cours du temps, en fait. Et la même chose pour les folates. Tout simplement parce que les enzymes endogènes sont encore présentes. Et ici, vous avez un autre exemple. Ça, c'est des litchis qui sont traités par un traitement thermique. Donc, ils sont plus jolis, effectivement, juste après le traitement, quand ils ont été traités par haute pression, mais ils continuent à brunir, et donc on perd quand même de la qualité au cours du temps. Donc, il faut vraiment prendre en compte et la transfo et le stockage. Merci beaucoup Catherine. Alors c'était pas anticipé, mais je vois que Catherine avait anticipé la question, donc c'était parfait.